Reprendre l'enregistrement. Ok, donc je précise, la conférence, elle va être enregistrée et donc je vais envoyer l'enregistrement à tout le monde. Donc l'enregistrement, je vais vous l'envoyer par mail demain en fin de journée et vous recevrez aussi les slides. Donc si vous avez, notamment plus tard, je vais présenter des lettres de motivation. Pas besoin de prendre des screenshots des lettres, je vous enverrai les slides de toute façon et donc vous aurez accès à toutes ces lettres de motivation et ça vous permet, ça pourra vous servir de base hein, d'ailleurs pour écrire les vôtres sur Parcoursup. Donc, je vais vous expliquer, je vais d'abord vous parler un petit peu des concours et vous montrer c'est quoi les dates clés hein, pour les concours. Donc, on va vraiment voir c'est quoi la timeline. On va voir aussi c'est quoi la procédure d'inscription et quelles sont les erreurs à éviter. Je vous donnerai aussi quelques conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on va parler des lettres de motivation. C'est un sujet qui est assez stressant pour pas mal d'étudiants. Beaucoup n'ont pas eu trop l'habitude d'en faire. Et donc, je vais en profiter pour vous expliquer quel est le plan classique d'une lettre de motivation, un plan sur lequel vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et je vais vous montrer des exemples de lettres de motivation qu'on va commenter ensemble. Et en fait, je vais vous montrer les choses qui ont été bien faites et les choses qui ont été mal faites. OK? Ou les choses qui auraient pu être améliorées. Donc, dans les lettres de motivation que j'ai prises, je n'ai pas pris des lettres de motivation qui étaient catastrophiques, hein. J'ai pris des lettres de motivation qui étaient correctes, voire vraiment bonnes. OK? Mais on va voir quels sont un peu les différents axes d'amélioration. On va voir comment ont été construites ces lettres. Et ça va vous servir pour faire les vôtres plus tard. On va aussi parler des écoles du concours, des concours, et même des écoles post-bac hors concours qui peuvent vous intéresser, des écoles de commerce. Et enfin, on parlera des étapes encore qu'il y a jusqu'au concours et notamment de comment vous pouvez vous préparer seul au concours ou avec nous. Donc c'est parti. Vous avez accès aux slides, tout est bon. Si vous n'avez pas accès, de toute façon, je vous invite à me le dire dans la discussion. Dernière chose, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans la partie discussion, ok, dans le chat. Et à la fin de la présentation, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer avec un petit rappel sur les concours. Je vais aller vite parce que beaucoup d'entre vous connaissent pas mal de choses dessus déjà. Mais donc, le concours Access, il réunit trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Il est particulièrement intéressant parce que l'ESCA, c'est considéré comme étant la meilleure école post-bac en 5 ans. Ok. Tous les programmes du concours Access, ce sont des programmes en 5 ans, ce sont des programmes grande école qui donnent un grade de master. Et on considère que l'IESEG, c'est la meilleure école. On considère aussi que l'ESCA, c'est vraiment une bonne école et l'ESDES, ça se situe quand même derrière. Il y a trois épreuves écrites au concours Access, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématique. Cette année, et on va en parler juste après, il y a une particularité, une nouveauté sur le concours Access, c'est l'arrivée des grands admissibles. C'est-à-dire que si vous avez une très bonne moyenne, vous allez pouvoir être exempté des épreuves écrites qui auront lieu le 11 avril, mais vous ne le saurez malheureusement que 3 jours avant. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vous préparer comme si vous allez passer le concours, mais peut-être que vous aurez la bonne surprise 3 jours avant de ne pas avoir à passer les écrits, mais juste les épreuves orales qui auront lieu un peu plus tard, et encore une fois, on va en reparler juste après. Pour le concours Sésame, il y a 16 écoles et 19 programmes, et on a deux types de programmes au concours Sésame, des programmes en 4 ans, les BBA, et des programmes en 5 ans. Donc, les programmes en 5 ans, c'est des programmes qui donnent un grade de master, comme pour les écoles d'accès, évidemment. Mais par contre, les programmes en 4 ans, c'est des programmes qui donnent seulement un grade de licence. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, étant donné qu'on est en France, en fait, les programmes BBA, c'est calqué sur les études anglo-saxonnes qui se font en 4 ans, mais on est en France. Et en France, c'est bien d'avoir un grade de master. Et donc, ce que je vous invite à faire quand vous faites un BBA, ce que je vous recommande de faire en tout cas, c'est de faire une cinquième année, un master spécialisé ou alors un master 2 à l'université par exemple, pour valider ce grade de master. Vous n'aurez pas besoin de faire 2 années de master pour avoir le grade de master 2, il faudra en rajouter une seule. Ok. Le master 1 n'est pas un diplôme en France. Donc, c'est l'équivalent d'un master 1, un BBA, parce que vous faites 4 ans d'études, mais pour la cinquième année, il faut la rajouter pour avoir le grade de master. Sinon, vous avez juste un grade de licence. C'est pas parce que les études sont plus courtes qu'elles sont moins bonnes. Le meilleur programme de Sésame, c'est accepté par tout le monde, c'est le BBA d'ESSEC. C'est un programme en 4 ans et c'est un programme de très très bon niveau. Et donc, du coup, c'est pas parce que le programme est plus long qu'il est nécessairement meilleur. Vous avez 6 épreuves écrites au concours, les langues, donc avec l'anglais et la LV2. La LV2, on ne la travaille pas dans la prépa parce que c'est un plus petit coefficient, mais surtout, il y a 10 LV2 différentes. Et comme vous avez chacun une LV2 différente,
On ne fait pas des cours de russe, d'hébreu, d'arabe, de portugais, d'espagnol, d'allemand, etc., d'italien, etc. Vous avez de l'analyse documentaire. Donc, c'est l'épreuve. Bah, pour ceux qui ont déjà fait leur stage, ils ont pu voir ce que c'était l'analyse documentaire. Pour ceux qui le feront en février, on le traitera à ce moment-là. Donc, vous avez un gros corpus de documents avec des questions dessus. Les enjeux contemporains, c'est un cours qu'on va commencer dans 10 jours. Donc, pas ce dimanche-là, le dimanche dans 10 jours. Et vous allez recevoir toutes les informations dessus demain pour les étudiants de la prépa. Et donc, c'est sur les actualités des 10 derniers mois. Les mathématiques, français, compétences digitales, c'est des cours que je donne et que vous avez de manière hebdomadaire. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour les étudiants ou les parents qui font partie de la prépa. Étant donné qu'il y a des gens qui ne sont pas de la prépa, vous pouvez dire tout le bien que vous pensez de la prépa en commentaire. Ça nous fait plaisir et il n'y a rien de mieux que la parole des étudiants et des parents. Et si vous voulez même dire du mal, vous pouvez. Soyez sincère, en réalité, je pense qu'on a assez confiance dans le fait que on vous accompagne vraiment, vraiment bien. Et donc, du coup, même les critiques, d'ailleurs, elles sont bonnes à prendre et c'est ça qui nous fait progresser. Et donc, pour finir avec le concours Sésame, les écrits, ça va avoir lieu le 15 avril. Et donc, du coup, la 16e école qui a été rajoutée, ça a été rajouté il y a quelques semaines, c'est Grenoble. Ok, le premier billet à Grenoble. Donc du coup, on va maintenant passer au calendrier des concours et on voit la première date, c'est que du 17 janvier au 14 mars, on va avoir les inscriptions à Parcoursup qui vont ouvrir. Alors, c'est important ce qui est important de voir, c'est que ça se fait en deux temps, un petit peu, les inscriptions à Parcoursup. Donc, tout d'abord, vous allez faire vos inscriptions entre le 17 janvier et le 14 mars, mais ensuite, entre le 15 mars et le 3 avril, il faudra confirmer vos vœux sur Parcoursup. Donc, même si vous avez tout bien sélectionné, tout bien choisi sur votre Parcoursup, si vous oubliez de confirmer vos vœux, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que vous ne serez pas inscrit, vous serez inscrit nulle part. OK? Et pour confirmer vos vœux sur Parcoursup, et notamment pour confirmer vos vœux pour le concours Access et pour le concours Sésame, ben, il faut avoir rempli votre lettre de motivation, il faut avoir payé les concours, et s'il y a des documents à rajouter, il faut les rajouter. Pour information, dans les lycées sous contrat et publics, donc les lycées sous contrat et les lycées publics, c'est l'école qui va rentrer vos bulletins sur Parcoursup. Pour les lycées hors contrat, c'est vous qui allez rentrer vous-même vos bulletins. OK? Donc, je vous invite à pas tricher parce que si jamais on détecte une fraude, vous serez tout simplement radié. Et donc, ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Ensuite, donc, vous confirmez vos vœux entre le 27 mars et le 3 avril. On va revoir un peu plus en détail comment se passent les inscriptions juste après. Et entre le 15 mars et le 3 avril, et ensuite le 27 mars et le 3 avril, vous allez pouvoir tester la plateforme Access, parce que les concours Access et Sésame se passent 100% en ligne. Donc les plateformes, vous allez pouvoir les tester avant les concours pour vérifier que tout fonctionne bien chez vous. Vous allez voir un petit peu enfin, vous allez vraiment vous familiariser avec le logiciel. Et ensuite, du coup, ça va être, vous pourrez directement, quand vous ferez le concours, vous ne serez pas surpris sur comment ça fonctionne. Euh, donc, le 8 avril, 3 jours avant les écrits du concours Access, vous aurez les résultats pour savoir qui sont les grands admissibles au concours. Ok, ces résultats-là, vous les aurez sur la plateforme d'Access, sur votre espace candidat Access, qu'il faudra faire en parallèle de l'inscription sur Parcoursup, et c'est ce dont on va parler juste après. Les grands admissibles sont exemptés des épreuves écrites, mais devront passer les épreuves orales. Et donc, ensuite, vous avez les épreuves écrites d'Access et de Sésame, la publication des résultats sur votre espace candidat Access et sur votre espace candidat Sésame. Donc, vous devrez créer ces espaces candidats, évidemment, pour vous inscrire. Et ensuite, vous passerez vos épreuves orales entre le 29 avril et le 18 mai. Ça s'arrête le 15 mai pour Access, ça s'arrête le 18 mai pour Sésame. Donc, vous avez en gros 2, 3 semaines pour préparer vos oraux. Et c'est important, quand vous faites votre préparation, de commencer votre préparation aux oraux en fait, juste après les épreuves écrites. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir les résultats le 26 pour commencer une préparation aux oraux. Après, vous inquiétez pas, si vous vous préparez avec nous, vous aurez des bonnes écoles à l'oral. Vous serez admissible dans des bonnes écoles si vous avez travaillé sérieusement avec tout ce qu'on fait avec vous, tout suivi que vous avez. On a rarement des mauvaises surprises. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Euh,
Et ensuite, le 30 mai, vous allez avoir la publication des résultats. Et le jour en fait, de la publication des résultats, vous allez être accepté dans certains programmes, refusé dans d'autres. On espère peut-être pas ou pas tant que ça. Et sur liste d'attente aussi sur des programmes. Quand vous êtes sur liste d'attente sur des programmes, en fait, c'est important de voir que, enfin, de ne pas faire preuve de trop d'orgueil. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai un étudiant qui va me dire, moi, mon rêve, c'est d'aller à l'EM Lyon. Il va être en liste d'attente à l'EM Lyon et accepté à l'ESCA, par exemple. Et puis tout d'un coup, son rêve, c'est plus d'aller à l'EM Lyon, c'est d'aller à l'ESCA. Il se dit, non, mais l'ESCA, ils m'ont pris. Alors qu'en fait, l'EM Lyon, ils vont vous prendre 3 jours après, quoi. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas faire preuve de trop d'orgueil. Et quand vous choisissez l'école que vous allez intégrer, vous faites un raisonnement qui est rationnel. Et en fait, typiquement, si vous êtes prêt à l'ESCA et en liste d'attente à l'EM Lyon, mais que c'est l'EM Lyon que vous voulez, vous prenez l'ESCA, vous dites oui à l'ESCA, mais vous n'abandonnez pas le Lyon et le reste. Vous ne mettez pas un oui définitif. Vous mettez un oui qui va bloquer votre place, mais pas un oui définitif qui va fermer toutes les inscriptions. Et en fait, quand vous remonterez dans la liste d'attente jour après jour et qu'en fait, au bout de 3 ou 4 jours, vous allez être finalement admis à l'EM Lyon, bah là, dans ce cas-là, vous changez votre oui pour l'ESCA en oui définitif pour l'EM Lyon et ça va arrêter toute la procédure. Et donc, vous êtes prêt à l'EM Lyon et vous rentrez à l'EM Lyon à la rentrée. OK? En termes de stratégie aussi, on va en parler après. On parlera de la stratégie après quand on parlera des écoles. Je pense que ce sera plus intéressant. Euh, Trop de choses à dire. Donc, du coup, on continue. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur la procédure d'inscription. Donc, l'inscription, elle se fait d'un côté sur Parcoursup et d'un autre côté sur le site de Sésame et le site d'Access. Donc, My Sésame, c'est votre espace personnel Sésame. Inside Concours Access, c'est l'espace personnel Access. Mais si on vous tapez juste Concours Access, vous allez sur le site et vous créez votre compte et vous allez pouvoir le faire. Vous pourrez créer votre compte sur Sésame Access à partir de fin janvier. Donc, ça risque de ne pas être opérationnel pile poil à l'ouverture de Parcoursup le 17 janvier, mais ça va peut-être être opérationnel la semaine d'après. OK. Donc, pour vous inscrire sur Parcoursup, et là, ne faites pas une bêtise, ça m'est arrivé une fois qu'un étudiant fasse vraiment une grosse bêtise, c'est que il a tapé concours Sésame, il s'est inscrit au concours Sésame, et pour le concours Access, il voulait juste l'IESEG et l'ESCA, il ne voulait pas l'ESDES. Il a tapé IESEG et, SDS et SK dans la barre de recherche, il a pris le bibillet de l'IESEG, le bibillet de l'ESCA, qui ne sont pas dans le concours Access. Et du coup, en fait, il n'a pas postulé au concours Access, et il s'en est rendu compte le jour du concours. C'était un très bon étudiant. Du coup, il avait révisé toute l'année le concours Access pour rien. Heureusement, il a eu le bibillet d'essai au concours Sésame, mais au final, il a quand même été content de ses résultats. Mais du coup, tapez bien concours Sésame et concours Access quand vous vous inscrivez. Sur Parcoursup, vous allez pouvoir créer votre dossier d'inscription. Alors, dans le dossier d'inscription, il va y avoir la lettre de motivation, il va y avoir vos bulletins, etc. Il y aura aussi une rubrique activités extrascolaires et centres d'intérêt. C'est une rubrique qui est facultative, mais moi, je vous conseille de remplir cette rubrique. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le concours Sésame, c'est un vœu, le concours Accès, c'est 2 vœux. Vous avez le droit à 10 vœux en général et à 20 sous-vœux. Toutes les écoles qu'on va mettre dans le concours Access et dans le concours Sésame, ça ne va pas compter comme des sous-vœux. En soi, c'est des sous-vœux, mais ça vous enlève 0 sous-vœux. Donc, si vous voulez mettre toutes les écoles et toutes les formations des écoles de Sésame, par exemple, ça peut vous faire quasiment 50 sous-vœux entre les tracks anglophones, tracks francophones, tracks à Singapour, tracks à Rabat, etc. Et donc, au final, vous allez vous retrouver avec, pour un seul vœu, avec plein de sous-vœux, enfin, pour un seul vœu pour Sésame, plein de sous-vœux, mais en fait, vous êtes illimité. Ça vous coûte vraiment rien de vous inscrire partout. Ça vous coûte rien en termes d'argent, ça vous coûte rien en termes de vœux et sous-vœux. Il y a 5 6 ans, avant, on payait à l'école, mais maintenant, enfin, on payait, donc plus on mettait d'école, plus ça coûtait cher. Aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est forfaitaire, vous payez la même chose, que ça soit pour un concours ou les deux concours. Ou que ce soit pour une école, pardon, ou toutes les écoles. Donc, vous choisissez les programmes auxquels vous postulez. Vous réglez aussi les droits d'inscription au concours sur Parcoursup. Vous confirmez vos sous-vœux. Donc, vos sous-vœux, c'est toutes les écoles que vous allez prendre. Mais je vous ai dit, ça va vous compter 0 sous-vœux, tous les sous-vœux qu'il y a dans Access et dans Sésame. Et vous allez recevoir vos résultats d'admission aussi le 30 mai sur Parcoursup. En plus des écoles de commerce sur Access et sur Sésame, bah, vous pouvez postuler à d'autres écoles de commerce comme beaucoup le font, le bachelor de l'ESCP, qui moi je trouve est un peu surcoté, mais qui est un programme intéressant, mais qui n'est pas excellent, mais qui est un programme intéressant. Ou alors le très bon programme du BBA de l'EDEC, qui prend aussi un vœu et qui est un très bon programme aussi.
En parallèle de ça, donc vous vous inscrivez sur MySésame et sur le concours Access. Sur votre espace, vous allez pouvoir, donc sur l'espace Sésame, vous avez, comme je vous ai dit, une LVA et une LVB, LV1, LV2. L'anglais est obligatoire dans vos langues, mais peut-être que, par exemple, certains d'entre vous sont bilingues dans une autre langue. Je ne sais pas, vous êtes bilingue italien. Du coup, bah, ce que vous voulez peut-être, c'est mettre l'italien en LVA et l'anglais en LVB. Bah, ça, vous pouvez intervertir vos choix de langue sur votre espace. Et en fait, vous aurez le même test d'anglais que les autres, mais il va juste compter moins. Et vous aurez le même test d'italien, mais il va juste compter plus. OK? Donc, ça vaut le coup d'intervertir vos choix de langue si jamais vous êtes plus à l'aise dans une autre langue que l'anglais. Euh, Vous allez aussi pouvoir recevoir toutes les informations sur les concours, etc. et pouvoir suivre votre dossier euh, sur les plateformes. Vous allez pouvoir télécharger des documents comme vos convocations aux épreuves écrites sur votre espace personnel, sur le site de Sésame et sur le site d'Access. Et si vous avez des aménagements comme des tiers-temps, il faudra les déclarer sur Parcoursup, mais il faudra aussi uploader les documents, télécharger les documents, excusez-moi, sur le site de Sésame ou le site d'Access. Euh, je regarde, il y a des questions. Le son est nickel. Tout va bien. Ok, tout est bon. Euh, Du coup, ce que je vous disais, donc du coup, si vous avez un tiers-temps ou si vous avez des aménagements spécifiques, il est pris en compte pour les concours. Pour Sésame, il faudra envoyer un mail à l'adresse aménagement@concoursesame.net dans le débriefing que je vous enverrai demain en fin de journée, avec les vidéos, la vidéo de la présentation, etc. Je vous remettrai l'adresse. Je n'ai pas l'adresse exacte pour Sésame, mais vous pouvez aussi demander votre tiers-temps pour Sésame, il n'y a aucun problème, ou vos aménagements en particulier. Ces aménagements, il faut les déclarer sur Parcoursup, il faut les déclarer au moins un mois avant les concours. Donc, je crois que c'est le 14 mars la deadline, si je dis pas de bêtises, mais traînez pas pour le faire en réalité. Hum, Et donc, du coup, c'est aussi sur votre espace candidat que vous verrez le résultat de vos écrits avec vos notes et vous verrez où vous êtes admissible aux oraux. OK? Et ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous pour les oraux que vous allez passer. Les épreuves orales, elles se font très souvent en présentiel et parfois vous pouvez les faire à distance. Donc on verra ça dans un second temps. Et de toute façon, on va organiser une conférence avant les oraux en avril pour être sûr que tout soit au clair. Et je vous donnerai aussi plein d'informations pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on attend de vous lors des oraux et pour que vous puissiez bien vous préparer. Du coup, maintenant, on passe à la partie lettre de motivation. Avant, ça s'appelait projet personnel motivé, ça a changé cette année. Donc, la lettre de motivation, mais c'est la même chose qu'avant. C'est-à-dire que c'est une lettre de motivation pour Access et une lettre de motivation pour Sésame. Donc, la lettre de motivation, c'est pas une lettre par école, c'est une lettre par concours, une lettre par vœu, en fait. Ce qui fait que vous allez faire une lettre de motivation de 1500 caractères pour Access, une autre lettre de motivation de 1500 caractères pour Sésame. Sincèrement, elles vont un peu se ressembler. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre va être commune pour toutes les écoles. Du coup, il ne faut pas être trop spécifique dans ce que vous allez dire dans votre lettre. Il faut rester. En fait, les écoles, elles ont des points communs. Elles ont même beaucoup, beaucoup de points communs. Mais vous ne pouvez pas être trop spécifique non plus sur ce que vous voulez dans une école, à part si vous postulez qu'à une seule école du concours. OK? Euh, donc, la lettre de motivation, c'est le document qui vous permet de mettre en avant vos points forts et votre projet professionnel, et donc montrer que vous avez vraiment besoin de faire une école de commerce. Par pitié, ne faites pas l'erreur hyper basique et évidente, mais que tout le monde fait, de concéder des défauts au moment de votre lettre de motivation. On dit que je suis impulsif, mais non, mais ne dis pas que ne parlez pas de vos défauts, s'il vous plaît. Mettez-vous en valeur dans une lettre de motivation. Vos défauts, ils les verront en vrai. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à se mettre en. Ça sert à. Voilà, une lettre de motivation, ça sert à montrer qu'on est motivé, ça sert à montrer qu'on s'est renseigné sur l'école, qu'on a réfléchi à notre projet professionnel. C'est un très bon exercice aussi parce que ça va vous challenger en fait sur le fait est-ce que vous voulez vraiment faire une école de commerce? Vous êtes obligé de vous poser la question quand vous écrivez une lettre de motivation, mais c'est important aussi de montrer ce que vous avez en plus du scolaire dans votre lettre de motivation. Mais je tiens à vous calmer un petit peu, à calmer un petit peu vos ardeurs sur les lettres de motivation pour Access et pour Sésame. Elle compte pas beaucoup dans votre dossier. C'est pas un élément important de votre dossier, mais faites quelque chose de propre, pas quelque chose qui va vous éliminer. Parce que si vous allez aux oraux, que le jury d'admission il a accès à votre dossier, qui regarde votre lettre de motivation, qu'il y a des fautes d'orthographe partout, il peut vous éliminer juste pour ça.
et donc on peut faire autant de préparation aux oraux qu'on veut. Si la lettre de motivation elle ressemble à rien, bah, dans ce cas-là, ça va poser problème. Donc du coup, euh, donc, je vous ai dit ce qu'il fallait pas trop faire pour la lettre de motivation, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir un plan et s'y tenir. Et donc, du coup, un plan que je vous propose qui marche bien, c'est d'abord se présenter en une phrase. Ok. On n'a pas beaucoup de place, hein. 1500 caractères, c'est très, très court. Donc, il faut être très efficace. On se présente en une phrase, on présente son projet professionnel et on explique pourquoi on a besoin de faire une école de commerce. On explique ce que les écoles elles vont nous apporter et on met ça en perspective avec nos expériences. On essaie d'expliquer euh, comment, en fait, peut-être les cours, ils vont nous aider à mettre en place notre projet, comment nos qualités, elles vont nous permettre d'apporter de la valeur à l'école aussi. Il faut aussi montrer ce qui nous différencie des autres candidats, nos centres d'intérêt, les projets qu'on a pu réaliser, nos activités sportives, les compétitions qu'on a pu faire, etc. Tout ce qu'on ne voit pas vraiment dans votre dossier. Et ensuite, vous faites une phrase de conclusion. En termes de plan, vous pouvez très bien parler des choses qui vous différencient avant d'expliquer ce que vous allez apporter à l'école, par exemple. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu les idées qu'il faut mettre. Et en fait, je pense que le plus simple, c'est voilà, ça vous donne une bonne idée de plan. Le plus simple, c'est que je vous montre vraiment des exemples de lettres de motivation. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer trois exemples de lettres de motivation. Et je vais vous expliquer à chaque fois ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien. OK? Donc, c'est des lettres de motivation que j'ai anonymisées. Et le premier exemple, je vais vous le lire. Madame, Monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, je suis une formation à l'école du climat à qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais et options droit et enjeux du monde contemporain. Ok, c'est intéressant le fait qu'il parle de l'école du climat, il cite ses options et il cite ses options droit et enjeux du monde contemporain qui vont bien avec le début de profil qu'on voit une personne un peu un citoyen du monde et c'est pas trop long. Donc, je souhaite intégrer une école de commerce convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. Bon, ça fait un peu pompeux comme phrase, mais pourquoi pas? Il ne peut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. Ok, là, il y a un problème à cet endroit-là. C'est que, en fait, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de phrases pour parler d'un cas général, mais il ne parle pas vraiment de lui, là, en fait. Donc, je pense qu'il peut s'arrêter à la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. J'aurais dû surligner en vert, d'ailleurs, la partie même avant. Il ne peut y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant, etc. C'est trop, c'est un peu pompeux. Et en fait, surtout, ça ne rapporte pas d'informations sur lui. Ce qui aurait été plus intéressant, plutôt, c'est ce qu'il parle. Quelles sont les actions, en fait, qu'il fait au quotidien? Quelles sont les missions auxquelles il a participé, quelles sont les formations qu'il a pu suivre avec l'école du climat, qui montrent qu'il s'engage pour l'environnement et qu'il veut vraiment avoir, comment dire, qui milite vraiment pour un monde plus éthique, ok, et plus respectueux de l'environnement. Ensuite, il dit, les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture à l'international ou encore d'employabilité, pardon, et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. En fait, c'est intéressant voilà, qu'il explique quelles sont les particularités des écoles du concours Sésame et qui montre que ça s'inscrit bien avec ses valeurs. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO, lors des salons et journées d'immersion, ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif, à m'investir pleinement dans les échanges internationaux et à intégrer la vie associative. C'est bien de parler des échanges, c'est bien de parler de la vie associative, c'est des points qui réunissent beaucoup les écoles du concours Sésame, et c'est bien de montrer qu'il a participé au JPO, qu'il a rencontré les étudiants et les profs, et qu'en fait, c'est vraiment une démarche qui est réfléchie pour lui de se lancer dans ses études au concours Sésame. Je suis sérieux, volontaire et sociable. Je sais créer la cohésion dans un groupe sportif. Je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective. Ça aurait été plus intéressant ici qu'il nous explique c'est quoi les sports qu'il fait. En fait, il ne parle pas assez de lui, en fait. Il n'explique pas assez quels sont ses projets et ce qu'il fait vraiment comme sport. En fait, à chaque fois que vous parlez, par exemple, d'une de vos qualités, c'est bien de l'illustrer avec un exemple. OK? Donc ça manque un petit peu. M'accueillir au sein de votre école, c'est faire le choix d'un étudiant ESG, engagé, sérieux et génial. Ça, c'est osé de faire ça. Parce que, en vrai, moi, je lis ça, je trouve ça marrant. Et je me dis, bah, il a 17 ans. Il a fait sa lettre tout seul. Il est, euh, il est naturel. Il est nature. C'est pas ChatGPT qui a écrit ça. Mais par contre,
euh, c'est un peu risqué parce que c'est pas non plus le ton qu'on va avoir dans une école de commerce. Donc ça va dépendre de la sensibilité de la personne qui va lire votre lettre de motivation. Moi, ça m'amuse et j'aurais pas du tout saqué un étudiant pour ça, mais c'est un peu risqué. Espérant que ma candidature retienne votre attention, etc. Deuxième exemple de lettre de motivation maintenant, qui est une bonne lettre de motivation. Madame, monsieur, actuellement en terminale spécialité maths et sciences éco et sociales au lycée X, je souhaiterais intégrer à la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Alors déjà, comme c'est une lettre qui est commune pour les différentes écoles, c'est bien de ne pas se dire votre prestigieuse école de commerce, mais vos prestigieuses écoles de commerce. Elle ne parle pas d'une seule école, cette personne. Très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. Très bien, elle se renseigne sur les matières, c'est parfait. Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Ça, en fait, c'est bien de dire qu'il y a un enseignement de qualité, un encadrement pédagogique qui est important, mais évidemment, ça conviendrait parfaitement à tout le monde. Donc, il faut peut-être le mettre en perspective avec quelque chose d'autre pour rendre ça un peu plus intéressant. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe. Très bien de dire dans quel domaine elle veut travailler. Elle n'est pas obligée d'être aussi précise que enfin, donner comment dire, le type de métier et le secteur en plus. Donc le marketing digital et l'univers du luxe. Dire que l'un ou dire que l'autre, ça pourrait suffire largement pour un étudiant de terminale, mais c'est bien de s'être posé la question. Et si elle le sait qu'elle s'intéresse aux deux, bah écoutez, ça n'engage absolument à rien en fait d'être aussi précise. C'est juste qu'on peut lui poser un petit peu de questions sur ce domaine-là au moment des entretiens. Mais après, quand elle sera en école, elle peut très bien avoir un projet qui est complètement différent. Ça pose pas de problème. Mais c'est intéressant qu'elle soit vraiment posée la question en fait. Secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. Et là, il aurait fallu préciser c'était quoi son stage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que de dire lors d'un stage, on a envie de savoir c'est quoi le stage et limite c'était quoi son poste durant son stage, même si c'est un stage d'observation, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui l'a intéressé. Mais au moins citer le nom de l'entreprise et dire dans quelle partie de l'entreprise elle travaillait, quel domaine qu'elle suivait, quoi. Donc, élève sérieuse, volontaire et ambitieuse, je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. C'est un peu une phrase de transition ici, mais bon, pourquoi pas. Je souhaite évoluer vers une carrière à l'international car j'ai la chance d'être trilingue. Ça, c'est top. J'imagine que dans les documents qu'elle a fournis au préalable, enfin, dans son dossier, elle a dû dire c'était quoi ces langues. Sinon, il aurait fallu les citer. Je sais que vous offrez, je trouve pas ça très belle, très beau comme tournure de phrase, mais je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités renommées. C'est bien de parler des universités à l'étranger, des stages et des partenariats. La vie associative de votre école est riche et variée. Très intéressant de parler de la vie associative. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. OK? Elle ne peut pas vraiment citer d'association parce que bah, selon les écoles, bah, les associations sont différentes. Par contre, c'est intéressant de montrer qu'elle a déjà de la suite dans les idées et qu'elle a même des idées de ce qu'elle pourrait organiser quand elle sera au sein de l'école. Elle aurait pu même caler un petit peu qu'elle a un petit côté entrepreneur qui montrerait que bah, elle aime bien créer des choses et être à l'initiative de projets. J'espère vivement faire partie de votre promotion l'an prochain, etc. Ok, et enfin, dernière lettre de motivation que je voulais vous montrer. J'essaie d'être pas trop long, hein. Je suis désolé. Donc, élève de terminale au lycée X, section euro machin. Mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. C'est trop long. Ok, pas besoin de parler de vos amis et de vos proches. Vous pouvez dire que vous êtes de nature positive et bienveillante. Et après, il faudra montrer pourquoi. Je suis à la fois rationnel, organisé et créatif. J'aime concevoir et réaliser. Et je suis passionné par la mode. Ok, c'est bien de donner des exemples de choses qu'elle a conçues, de choses qu'elle a créées. Et par contre, très intéressant de dire qu'elle est passionnée par la mode. J'ai vécu X années en Asie et voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents. Très bien. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouverte aux cultures, aux langues et aux autres. Très bien. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités, notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. Mais quelles sont ces activités créatives? Ça m'intéresserait de le savoir. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences. Intégrer une école de commerce avec, bon, il n'y a pas de majuscule, mais c'est pas grave, avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Ok, c'est clair. Aujourd'hui bilingue anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine business marketing, dans le secteur de la mode et du luxe. Ok, au moins elle est précise sur son projet. Et elle a déjà dit qu'elle était rationnelle et organisée. Là, elle nous montre quand même qu'elle a un petit peu ce côté-là. Après m'être consciencieusement documenté et avoir échangé avec élèves et enseignants, salons, plaquettes, etc., les écoles du concours Access correspondent parfaitement à mes attentes.
pour construire et réaliser mon projet. Et là, ça devient English Track, stage, échange, double diplôme, etc. Après, en fait, c'est bien, c'est précis. Mais après, elle dit, après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre les enseignements d'un master spécialisé en fashion et luxury good management. J'ai peur de perdre un petit peu les écoles en étant trop précis sur ce que je veux faire en plus de l'école. OK? Donc, c'est peut-être un petit peu trop précis là. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Ça reste une très bonne lettre de motivation. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations sur le projet professionnel. Et là, on se dit, bah, elle pense déjà. En fait, moi, je me vois déjà en entretien en train de poser la question, mais pourquoi vous faites pas une école de mode? OK? Et après, il faudra se débrouiller avec ça. Et il y a plein de réponses qui sont très pertinentes pour répondre à cette question. Mais voilà, c'est une question qu'on peut vous poser. Voilà, donc après avoir vu un petit peu ce qu'il y a dans les écoles dans les lettres de motivation, maintenant je peux vous parler des écoles. Je les ai divisées, hein. Enfin j'ai mis des écoles dans trois catégories. Il y a une quatrième catégorie, c'est ceux qui ne sont pas dans les trois premières catégories. Donc pour moi, les deux meilleures écoles, c'est sans aucun doute le Bibier d'Essec et l'IESEG. Ok? Bibier de l'Essec en 4 ans, IESEG en 5 ans, c'est les deux meilleurs programmes. Et donc si vous avez l'un des deux, bah, franchement c'est top. Les très bonnes formations, les super formations, il y a le Bibier de l'EM Lyon de Neoma. Il y a le programme en 5 ans à l'EM Normandie qui est très intéressant. Il y a l'ESCA avec le concours Access qui est une super école. Et hors concours, il y a le Bibier de l'EDEC qui est aussi une formation qui est top. Et donc, du coup, moi, je vous invite vraiment à y postuler. Et ensuite, dans les programmes intéressants et dans les programmes solides, il y a aussi Kedge, Schema, le MLV, Excelia. J'aime le nouveau programme qui est dans le concours Sésame, Grenoble, école de management, et le Bibier de l'ESCP qui est hors concours. Il y a d'autres écoles dans les concours Access et Sésame. Elles peuvent aussi vous intéresser, mais en fait, ce qui est important aussi, c'est que si vous avez 10 de moyenne, ne pensez pas que vous allez être pris à l'ESSEC. Ça risque d'être compliqué, sachant qu'ils regardent les dossiers. Donc, ayez des écoles, enfin, ayez pour ambition des écoles qui sont atteignables, mais quand même, croyez en vous, quoi. Soyez ambitieux, mais prévoyez quand même d'autres écoles qui paraissent être aussi à votre niveau. Mais visez quand même haut, parce que voilà, c'est important, vous ne prenez pas de risque à viser haut en réalité. En fait, la bonne pratique d'ailleurs quand on postule au concours, enfin quand on postule aux écoles, quand on postule sur Parcoursup, pour accès c'est pour Sésame, en fait, c'est mettre toutes les écoles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que vous êtes un très bon étudiant, vous avez 16 de moyenne au lycée. Vous êtes intéressé par le bibier de l'ESSEC et le bibier de l'EM Lyon, et tout le reste, ça ne vous intéresse pas. Euh, vous pouvez vous dire, OK, je postule que à ces deux écoles-là, et sinon, bah, je fais autre chose. Très bien. Vous postulez, vous êtes admissible aux deux écoles à l'oral. Super. Au moment de sélectionner vos dates, c'est la guerre. La plateforme, elle bug, comme à chaque fois, comme tous les ans. Et en fait, vous n'avez pas le choix. Les deux dates qu'on vous propose, c'est la date, le deuxième jour enfin le troisième jour, disons par exemple, après l'ouverture des épreuves orales, et le cinquième jour après l'ouverture des épreuves orales. Est-ce que ça vous aurait pas fait plaisir d'avoir la possibilité de passer des entretiens le premier jour et le deuxième jour avant de passer l'ESSEC ou avant de passer le Lyon dans des écoles qui sont moins intéressantes pour vous, peut-être même qui ne vous intéressent pas du tout, mais au moins ça vous sert de comment dire, euh, Entraînement. d'entraînement, quoi, en fait. Ça peut être déjà utile de faire ça. Donc du coup, vous pouvez vous servir des autres écoles comme entraînement. Maintenant, si vous postulez aux 16 programmes aux 16 écoles de Sésame, vous avez tout. Ça arrive tous les ans, évidemment, à des étudiants d'avoir tout parce qu'ils ont fait des très bonnes épreuves écrites, qu'ils ont un bon dossier, etc. C'est génial. Vous n'allez pas passer ces entretiens. Là, du coup, vous sélectionnez. Vous prenez les 4-5 écoles qui vous intéressent vraiment. Vous allez passer les entretiens dans ces 4-5 écoles. Et les autres écoles, vous leur répondez pas. Vous les abandonnez. Et vous êtes sûr que vous allez être pris dans certaines de ces écoles. En réalité, avec les préparations aux oraux, vous allez probablement, très certainement, tout avoir. OK? Donc voilà, la bonne pratique, c'est du coup de tout mettre et après de faire sa sélection. Parce qu'au début, on fait la fine bouche quand on postule, mais quand on a le résultat, parfois notre mentalité elle change. Mais en fait, même en route de secours, juste pour se préparer, ça vaut le coup pour s'entraîner, en fait, de faire des entretiens gratuitement dans d'autres écoles qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est les classements des écoles, les nouveaux classements qui ont été mis à jour. Il faut faire très attention avec les classements quand vous les voyez. Ça change d'une année sur l'autre. Ça change même beaucoup. Excelia n'était pas du tout dans les classements l'année dernière en programme grande école. Aujourd'hui, c'est rentré dans les classements. Maintenant, est-ce que c'est vraiment mieux que l'ESCA avec le M Normandie? J'en suis pas vraiment sûr. L'ISEC, c'est un vrai numéro un, mais ça reste un bon indicateur quand même. Ça reste un bon indicateur, les,
les classements. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de pouvoir enfin, de les regarder. Et pareil, pour les classements des BBA, les decks étaient très mal classés l'année dernière dans le classement de l'étudiant. Aujourd'hui, il est classé numéro 1 ex aequo au numéro 2. Dans les faits, le BBA de l'ESSEC est tous les jours devant le BBA de l'EDEC. Mais le BBA de l'EDEC est un très bon BBA. Il n'était pas du tout à sa place l'année dernière quand il était classé 6 ou 7e. C'est un très bon BBA. C'est au même titre que le M Lyon, au même titre que Néoma. Ok. Moi, je le considère même un peu meilleur que Néoma. OK? Mais donc voilà, c'est un biblier qui est très intéressant. Et donc du coup, si vous voulez vous préparer seul au concours, donc là je vais passer vite, vous avez donc pour les étudiants qui font partie de la prépa, ça ne vous concerne pas vraiment parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous préparer. Et si vous avez besoin de matériel supplémentaire, vous me demandez, il y a tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour vous, mais de toute façon, vous avez avec la plateforme, vous n'avez pas de problème. Donc, du coup, il y a les annales il y a l'application Concours Sésame, n'empêche, qui est très utile, que vous pouvez utiliser d'ailleurs. Il y a les annales du concours Access que vous pouvez télécharger. Ça, vous pouvez les faire, mais un peu plus tard dans votre préparation après les vacances de février. Ça peut être bien aussi. Mais bon, ça ne vous sert pas de préparation. Tout ça, je veux dire, c'est en plus de ce que vous pouvez faire. Il y a pas beaucoup d'exercices sur la plateforme du concours Sésame, malheureusement. Et les annales du site Access, elles ne sont pas détaillées, les corrections. Mais c'est bien de pouvoir les faire quand même. Vous avez des livres, le grand manuel du concours Sésame, les grands manuels du concours Access. Moi, je trouve que c'est les deux mieux. Honnêtement, ils sont pas très à jour et pas foufou non plus. Ça fait des années d'ailleurs qu'ils les ont pas mis enfin, qu'ils les mettent pas trop à jour. Et au niveau des exercices, ça correspond moyen à ce qui se passe en réalité, mais il y a quand même des choses intéressantes que vous pouvez vraiment réutiliser. Vous pouvez suivre aussi des comptes Instagram qui peuvent vous aider à travailler. Et donc, il y a aussi le contenu qui est réservé aux étudiants de la prépa, avec les cours enregistrés, les exercices, etc. Ce contenu, d'ailleurs, c'est une totale nouveauté. Donc ça, j'en parle pour les gens qui ne font pas partie de la prépa, mais je vous en parlerai juste après. Mais en fait, on va le proposer aux étudiants aussi en dehors de la prépa à partir de maintenant, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, bah, pour ceux qui souhaitent faire la préparation avec Prépa Campus et qui ne la font toujours pas, vous pouvez faire une préparation Sésame, une préparation Access ou une préparation Access plus Sésame. Notre particularité, c'est qu'on suit de très près les étudiants de la prépa avec des exercices. En fait, il y a deux options. Il y a une option où vous avez une partie en cours hebdomadaire et une partie en stage. Donc, les cours hebdomadaires, c'est avec moi, c'est maths, français, compétences digitales. Et les stages, vous êtes trois parcours. Et il y a une option où vous faites tout sous la forme de stage, donc à deux ou trois parcours, mais que pendant les vacances scolaires. Moi, je pense que à ce stade-là de l'année, les deux options sont vraiment intéressantes. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'aime bien le fait qu'on puisse travailler dans la durée. Après, je dis ça aussi parce que c'est moi qui donne les cours hebdomadaires et que ça me permet de connaître tous les étudiants de la prépa et de pouvoir les suivre au quotidien. Et il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent vous témoigner que quand un étudiant a des difficultés, on rajoute aussi des cours en dehors des cours hebdomadaires gratuitement et je leur fais des cours en individuel ou à deux. On reprend les points sur lesquels les étudiants ont des difficultés. Et donc, les cours hebdomadaires, c'est des cours d'une heure, tous les lundis, mercredis, vendredis pour Sésame, et des cours d'une heure pour Access. Et si vous voulez vous préparer, il faut faire juste un cours dans la semaine. Vous avez accès aux trois cours, mais vous en faites juste un dans la semaine, c'est bien pour faire tout le programme. OK. Et donc, vous avez la possibilité aussi de faire Access et Sésame. Si vous faites Access et Sésame, il faut faire deux cours hebdomadaires dans la semaine, un Access, un Sésame, donc 2 heures par semaine. Pour ces offres-là, il y a l'option, enfin, il y a la garantie admissible ou remboursée. Si vous avez postulé à au moins 5 écoles pour Sésame et aux 3 écoles pour Access, si vous n'êtes pas admissible dans une des écoles, on vous rembourse la totalité de la préparation. Euh, Pendant les stages, étant donné que vous êtes deux ou trois parcours selon les matières, on vous fait un programme personnalisé en fonction de vos difficultés. Et donc, chacun va pouvoir avoir son programme. Vous allez être suivi de très près par votre coach. Après les stages, vous avez toujours le contact de vos coachs si vous avez besoin de communiquer avec votre coach. Vous avez accès évidemment à la plateforme avec tous les cours en replay et vous pouvez contacter tous vos profs via la plateforme ou via leur numéro perso que vous avez. Et après chaque période de stage, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on vous fasse un briefing détaillé sur les stages. Et donc là, j'ai envoyé, donc pour les stages de décembre, je vous ai envoyé à tous un mail hier ou aujourd'hui pour que vous preniez rendez-vous pour les stages. J'ai vu qu'il y avait déjà une bonne vingtaine d'étudiants, peut-être même 30, qui ont pris rendez-vous avec moi pour demain et pour la semaine prochaine. Donc voilà, continuez à prendre des rendez-vous et je vous ferai des débriefings aussi bien aux parents qu'aux étudiants et je vous donnerai des conseils sur ce que vous pouvez faire en dehors des stages pour vous améliorer. Et enfin, dernière chose, pour ceux enfin, comme vous avez vu, c'est des offres quand même très premium hein, qu'on propose. Alors, c'est un petit peu plus cher que ce qui se fait
dans la concurrence, enfin, chez la concurrence, mais on est aussi beaucoup plus proche des étudiants. Il y a des volumes de cours qui sont plus importants. Et donc, ça nous amène à des résultats qui sont excellents, hein. Mais je suis bien conscient, en fait, ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je n'avais pas lancé. En fait, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa qui va coûter entre 1500 euros et 2800 euros. Et en fait, par souci éthique, je me demandais ce qu'on pouvait faire pour proposer une formation qui est moins chère, qui serait un petit peu accessible à tous et qui permettrait aux gens en fait d'avoir vraiment une chance de réussir les concours, de réussir les concours. Évidemment, je ne peux pas proposer tous ces cours-là à un tarif qui est complètement réduit parce que en fait, bah, c'est juste qu'il y a beaucoup d'heures de cours et que ça, en termes de coût, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est mettre à disposition la plateforme avec tous les replays des cours. Tous les replays des cours avec toutes les questions, en fait, accès à toutes les questions, à toutes les corrections, accès à la communauté de la plateforme aussi sur laquelle vous pouvez poser des questions. Donc voilà, vous n'avez pas le contact humain avec les profs, mais vous avez tout le contenu et vous avez tous les cours. Et en fait, cette offre-là, on peut la faire à 600, c'est un prix de lancement 690 euros au lieu de 890 euros pour un seul concours, à 890 euros au lieu de 1090 euros pour les deux concours. Et pour les boursiers, en fait, c'est un peu pour eux aussi que je fais cette offre, enfin, qu'on fait cette offre-là, qu'on a lancé cette offre-là. Il y aura une réduction de 50%, donc c'est-à-dire qu'au lieu de payer 690 euros, vous paierez 345 euros, ce qui est moins cher que le module juste d'enjeux contemporains que vous pouvez suivre si vous le prenez en individuel en soi. Mais voilà, le but, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir sa chance de réussir ses concours. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ça en place en rendant quand même, en faisant quelque chose d'accessible. Et donc, bah, si vous êtes intéressé par la prépa, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de taper prépacampus.fr. Vous allez regarder les avis Google. Ça, c'est les 6 derniers. Et en fait, vous allez voir que bah, tous les avis sont très bons. Et d'ailleurs, encore une fois, les gens de la prépa, si vous avez votre avis à donner aux personnes qui peuvent être intéressées, je vous invite à regarder dans la discussion. Si vous êtes intéressé, euh, bah, dites-le et peut-être que les autres parents et les autres étudiants pourront vous recommander la prépa mieux que moi encore. Du coup, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est poser toutes vos questions dans le chat et je vais répondre, je vais répondre dès maintenant. Ok, donc la première question, c'est une question de Muriel qui me dit, est-ce que la lettre peut être en anglais si on vise des tracks en anglais? Oui, si vous visez uniquement des tracks en anglais, je pense que vous pouvez faire votre lettre en anglais. Euh, c'est une bonne question. Si vous visez que des tracks en anglais, vous pouvez faire votre lettre en anglais. Mais sinon, si vous la faites en français, ça ne posera pas de problème. Est-ce que vous proposez, donc Myriam me demande, est-ce que vous proposez de regarder conseiller les lettres? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est ce que font tous les étudiants, enfin, ce que font les étudiants de la prépa. On est la seule prépa à le faire. Mais pour tous les étudiants de la prépa, et ça, je l'ai déjà dit à beaucoup de parents, pour beaucoup d'étudiants de la prépa, pour tous les étudiants de la prépa, on ne va pas faire les lettres de motivation à votre place, mais si vous voulez qu'on regarde vos lettres et qu'on vous fasse un retour dessus, vous pouvez m'envoyer votre lettre de motivation et moi, je vous fais des retours détaillés sur votre lettre. OK? Si vous souhaitez vraiment avoir un vrai accompagnement sur les inscriptions sur Parcoursup, etc., là, dans ce cas-là, il faudra prendre, c'est une prestation à prendre. Et donc, du coup, bah, vous pouvez la prendre auprès de nous ou auprès de nos partenaires. Et en gros, on peut faire ça. Mais si c'est juste faire une relecture et vous donner, comment dire, et vous conseiller, là, dans ce cas-là, on le fait très bien. Je réponds, enfin, comment dire, je relis les lettres et je donne mon avis dessus. N'oubliez pas, sur Access et sur Sésame, les lettres de motivation ne sont pas hyper importantes. Et donc, du coup, peut-être que c'est pas nécessaire de vous mettre une trop grosse pression sur la lettre de motivation. Vous suivez les conseils que je viens de vous donner, je vous fais une relecture et normalement, ça devrait être bon. S'il y a un gros problème, je vous le dirai de toute façon. Ensuite, la question suivante de Gilbert. Qu'entendez-vous par bon dossier pour être grand admissible au concours Access? En fait, les grands admissibles au concours Access, c'est nouveau, ça date de cette année. Donc, on ne sait pas qui va être grand admissible et qui ne va pas l'être. Si vous avez un dossier à 17, vous êtes un bon dossier et vous avez une chance d'être grand admissible. Si vous avez un dossier à 15, ça me paraît compliqué. OK? Donc, je ne sais pas où va être la barre. Je ne sais pas comment ça va se passer exactement, parce que c'est la première année, mais ça va concerner une petite partie des étudiants, peut-être 5% des étudiants, peut-être 10% des étudiants. Ça ira pas beaucoup plus haut. OK? Comment formuler la lettre de motivation si je n'ai pas de projet de cursus précis? Donc ça, c'est la question de Danae. Danae, c'est une très bonne question. En fait, en terminale, on ne s'attend pas
à ce que tu aies un projet qui soit très très précis. OK? Par contre, ce qu'on attend de toi, c'est que tu te sois posé la question. Donc, c'est intéressant que tu ouvres des pistes sur ce qui pourrait t'intéresser. Et donc, pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est de te documenter sur les différents cours que tu vas avoir en école de commerce et de parler autour de toi avec des gens qui ont fait ce type d'études. Et en fait, comme ça, tu vas pouvoir vraiment réfléchir à ton projet professionnel et tu vas pouvoir en parler. Et tu n'es pas obligé d'être hyper assertive et de montrer que tu es 100% sûr que c'est ça que tu veux faire. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que tu te sois vraiment posé la question et que tu as exploré des voies qui pourraient te plaire. Après, quand tu seras en école, de toute façon, tu feras ce que tu voudras. Quels sont les meilleurs bachelors post-bac? Alors, il y a deux choses. Il y a les bachelors en 3 ans et il y a les BBA. Les bachelors, ils ne sont pas excellents, honnêtement. Je dirais peut-être que le bachelor de l'ESCP, c'est le plus intéressant, mais il n'y a pas des bachelors foufou. Pour les BBA, les meilleurs BBA, ils sont tous dans le concours Sésame, sauf le BBA de l'EDEC. Et donc là, je vous CF la slide d'avant où je parlais des écoles. Et donc là, ce que je vous dirais sur les BBA, les meilleurs BBA, ESSEC, EDEC, Neoma, EM Lyon. Après, vous pouvez mettre derrière Kedge, Schema, Excelia, etc. Sur quelle période de l'année s'étale l'accompagnement de prépa campus? De maintenant jusqu'au concours. Et donc, en fait, si vous faites une formule hebdomadaire, enfin avec les cours hebdomadaires et les cours hebdomadaires, ils ont déjà commencé. Donc, les cours que vous allez que vous avez ratés, soit vous les rattrapez sur la plateforme parce qu'ils ont été enregistrés, soit en fait, vous allez avoir accès enfin, sur la plateforme encore, vous avez accès au catalogue des cours, enfin au planning des cours, pardon. Et en fait, si vous venez par exemple au cours le lundi, bah, les cours que vous avez ratés le lundi, vous allez voir c'est quoi les cours que vous avez ratés et vous pourrez les rattraper le mercredi ou le vendredi. En fait, on ne fait pas les cours dans le même ordre le lundi, le mercredi et le vendredi et on change tous les exercices entre ces cours. Donc typiquement, le cours de géométrie, par exemple, le lundi, il va peut-être être en novembre. Le mercredi, il sera peut-être en janvier et le vendredi en mars. Et par contre, à chaque fois, ça va être la même partie cours, mais ça sera des exercices différents. Euh, et donc, du coup, voilà, ça vous amène jusqu'au concours. Les enjeux contemporains, ça n'a pas commencé, ça commence dans une semaine. Et les stages d'anglais et de synthèse de documents ou d'analyse documentaire, ça, c'est pendant les vacances de février. Vous pouviez les faire en décembre, mais là, vous pourrez les faire aussi en février. Et donc, on propose 3 semaines de stage en février. Et les stages, c'est soit en présentiel, soit à distance. Les cours hebdomadaires, c'est uniquement à distance. Et donc, les 3 semaines, c'est les 2 semaines de Paris plus la semaine d'après, donc la semaine du 12, du 19 et du 26 février. Bonjour, donc question d'Eli, qu'est-ce que c'est les tracks, s'il vous plaît? Donc, les tracks, en fait, c'est les parcours que vous pouvez faire. Parfois, en fait, au sein d'une école, par exemple, je ne sais pas si tu postules à l'ESSEC, tu peux avoir le track francophone, où tous les cours vont être en français, ou juste quelques cours en anglais, et le track anglophone, où tout va être en anglais. OK? Alors, et donc, du coup, voilà. Donc, parfois, pour une école, tu vas avoir plusieurs programmes, tout simplement. Y a-t-il un aménagement des concours pour les sportifs de haut niveau sur liste ministérielle? Ben non, tu vas devoir passer les concours, comme tout le monde. Désolé. Par contre, pour tes euros, c'est top hein, de dire que tu es sportif de haut niveau. Vraiment. Moi, par exemple, euh, j'étais donc jury d'admission à l'ESSEC. Je sais que, par exemple, des gens qui ont un très bon niveau en peinture, enfin, dans n'importe quel art d'ailleurs, des gens qui sont sportifs de haut niveau, des gens qui ont couru des marathons, ce genre de choses-là, c'est des choses qui marchent bien. Moi-même, je suis sportif, j'ai une affinité avec ça, et je sais que quelqu'un qui court un marathon, ça impressionne les membres du jury. Enfin, comment dire? En tout cas, ça en dit long sur la personnalité de la personne. Quelqu'un qui est sportif de haut niveau, ça montre que c'est quelqu'un qui est discipliné, ça montre que c'est quelqu'un qui sait se faire mal, qui sait repousser ses limites. Si c'est un sport collectif, ça montre aussi peut-être des qualités de leadership, ou au contraire, la capacité de tenir un rôle. Et donc, tout ça, en fait, c'est très intéressant. C'est des choses que tu vas pouvoir vraiment valoriser au niveau de ton entretien. Quand tu seras en école, par contre, il y a certaines écoles qui peuvent te proposer des parcours aménagés quand tu es sportif de haut niveau. Je crois que l'EM Lyon le fait. Pour les autres écoles, après, il faut demander au cas par cas, je ne connais pas par cœur. Est-ce qu'on peut dire, donc Mathieu demande, est-ce qu'on peut dire dans la lettre qu'on a fait les JPO alors que c'est pas sûr, car la lettre est pour toutes les écoles et qu'on n'a pas visité toutes les écoles? Oui, tu peux dire que tu as participé aux JPO de nombreuses écoles et ne pas préciser. Au pire, le jour de l'entretien, tu dis que tu as fait les JPO d'autres écoles, mais que cette école, elle t'intéresse en particulier, et après, tu expliqueras pourquoi, parce que de toute façon, en fait, tu te renseigneras bien sur les écoles au moment des entretiens. Euh,
Quelle proportion d'admis à l'IESEG, par exemple, font une prépa comme la vôtre? Quelle proportion ne fait pas de prépa? Honnêtement, on n'a pas de stats dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait une très grande différence de faire une prépa ou de ne pas en faire. Parce qu'en fait, on vous entraîne tout au long de l'année, on vous prépare un examen, et c'est comme si vous me dites, c'est quoi la différence entre aller à un examen les mains dans les poches, ou alors en se préparant tout seul, et y aller en ayant fait beaucoup de cours. Mais en fait, ça dépend. Certaines personnes ont des très bonnes capacités, sont très autonomes, et en fait, ils pourraient travailler tout seuls. Le seul problème pour Access, c'est que c'est très dur de trouver du contenu de qualité. Et donc, du coup, vous avez juste les annales en soi en contenu de qualité. Donc, si vous êtes d'un très bon niveau, vous pouvez, par exemple, souscrire à l'offre où vous avez accès juste à la plateforme. Et en fait, vous aurez accès à tous les exercices, toutes les corrections. Et là, en fait, en soi, si vous êtes très autonome, vous pourriez vous préparer. Mais si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin, comment dire, du contact humain et vous avez besoin qu'on vous explique les choses, bah là, dans ce cas-là, ça marchera moins bien. OK? Mais si vous souhaitez vraiment vous entraîner et avoir accès à tout le savoir qui est nécessaire pour réussir les concours, bah là, vous pourriez y avoir accès. Mais en fait, la prépa fait une très grande différence. Et ce que j'explique toujours, c'est que mettre 2 000 € dans une prépa, ça paraît beaucoup, mais en fait, la formation que vous allez faire, elle va vous coûter, si vous rentrez à l'IESEG, ça coûte 60 000 €. Donc, quitte à mettre 60 000 € dans une école, autant que ce soit la meilleure possible. Donc, si la prépa, c'est ce qui fait la différence entre rentrer je sais pas moi, au BBA enfin, rentrer par exemple à l'ESCA ou rentrer à l'IESEG, si vous visez l'IESEG. L'ESCA est une très bonne école, hein, je dénigre pas du tout. Bah, dans ce cas-là, peut-être que ça vaudra le coup de se dire, oui, j'ai mis 2 000 € dans une prépa, ou je sais pas, enfin, ça dépend de ce que vous faites, quoi. Oui, j'ai mis 2 000 € dans une prépa, mais en fait, quand vous rapportez ça au coût de vos études, c'est même pas 3% du coût de vos études. Et quand vous allez commencer à travailler, la différence de salaire, vous allez la voir si vous sortez d'une meilleure école plutôt qu'une moins bonne, ou la différence des opportunités d'un point de vue professionnel. Après, l'ESCA est une très bonne école, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelle est la différence entre le PGE et le post-bac qui s'intitule aussi PGE? La différence, c'est que vous rentrez 2 ans avant en PGE. Donc, si vous faites le PGE de l'IESEG après prépa, vous faites exactement le même programme qu'un étudiant qui rentre en post-bac. Sauf que les 2 premières années, ça peut être considéré comme des années de prépa intégrée. OK. Les dates des oraux, donc c'est le même programme quand c'est un programme PGE. Par exemple, Neoma, pardon, propose un programme en 5 ans sur Sésame, leur programme, c'est pas un programme PGE. Parce qu'en fait, c'est un autre programme en 5 ans qui n'est pas le PGE. Et en fait, ils ne peuvent pas donner le programme le nom PGE à deux programmes différents. Donc, ils l'ont appelé différemment le programme. OK? Donc là, c'est bien un programme différent. Mais par exemple, pour l'IESEC, pour l'ESCA, pour le M Lyon, pour le M Normandie, pardon, c'est le même PGE que des étudiants qui sortent de prépa. Elliot demande, les dates des oraux sont-elles modifiables en cas d'empêchement justifié? Alors oui, en fait, c'est toi qui vas choisir tes dates d'entretien. La seule chose, c'est que ce que je te dis, c'est que parfois, en fait, tu vas pas avoir un choix qui est aussi large que ce que tu espérais. OK? Dans ce cas-là, si tu n'arrives pas à avoir la date que tu veux, bah, tu peux attendre de voir s'il n'y a pas d'autres créneaux qui se libèrent. C'est un peu risqué, mais il y a quand même des créneaux qui se libèrent un petit peu au fur et à mesure. Et donc parfois, en te connectant souvent, tu peux choper une autre date. Mais donc voilà, moi, mon conseil, c'est vraiment de te connecter dès que tu peux. Pas de choisir tes dates dès que tu peux. Manon demande, pouvez-vous nous donner le pourcentage d'amis dans le top 5 des écoles? Bah, ça dépend ce que c'est ton top 5, Manon, mais l'année dernière, tous les étudiants de la prépa ont réussi à avoir une école du top 5, enfin un de leurs 5 premiers choix pour Sésame. Donc, euh, ça devrait bien se passer. Nathalie nous dit, le MLV est la seule école qui propose un cursus adapté aux sportifs de haut niveau. Comment le mettre en avant dans la lettre qui est générique quand c'est la motivation première de l'inscription au concours Sésame? Bah, dans ce cas-là, vous pouvez le dire que le MLV, que vous êtes sportif de haut niveau et que euh, si vous avez la possibilité d'avoir un programme à aménager, c'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez le dire à ce moment-là. OK? Le MLV on comprendra le clin d'œil. Les autres ne vous en auront pas. Mais après, sachez une chose, hein, c'est que quand vous êtes en école, c'est pas la fac, il y a quand même pas mal de choses qui sont négociables. Même au niveau de vos cours, si jamais le TD il tombe en même temps que vos compétitions, vous pouvez leur demander est-ce que vous pouvez me changer de TD, en fait. Et donc, du coup, ça se négocie. Quel serait un bon dossier pour les billets de l'EDEC, le SCP, le MIO? Donc, déjà, je tiens à dire, Camille, que le SCP, c'est un bon dossier pour le SCP, c'est parler très bien anglais, mais après, vous n'avez pas besoin d'avoir un dossier excellent. Pour l'EDEC et pour le MIO, alors pour le MIO, en fait,
Le concours Sésame te permettra de rattraper pas mal de choses. Si tu as 8 de moyenne, c'est mort. Mais si tu as 13 de moyenne, c'est possible en fait en faisant un bon concours de viser le M Lyon. Même si tu as 12 avec une bonne préparation, c'est faisable. C'est juste que en fait, partir avec 14 ou 15, ça serait quand même mieux, tu vois. Sachant que le dossier il compte quand même pour un tiers de la note pour le M Lyon. Pour les decks, en fait, au moment où ils sélectionnent les dossiers, ils font passer beaucoup de gens aux oraux, sauf qu'après, ils écrèment énormément aux oraux. Donc, c'est bien aussi d'avoir un bon dossier. Et pareil, je te recommande d'avoir au moins 14 ou 15. Ça peut vraiment t'aider pour les decks. Si tu as 11-12, c'est pas impossible, mais tu as intérêt à vraiment cartonner tes oraux pour les decks. Alors, Isabelle me demande, excusez-moi, je sais que ce n'est pas via les concours Sésame et Access, mais trouvez-vous que l'ISG Bordeaux, c'est bien? Honnêtement, moyen. Je trouve pas que ça soit top. Je trouve que je trouve pas que ça soit top. Voilà, je vous donne mon avis. C'est des écoles de commerce moyennes et au prix que ça coûte, essayez d'être un peu plus ambitieux sur l'école si vous pouvez. Après, j'imagine que vous habitez à Bordeaux, que l'ISG Bordeaux, c'est pas, enfin, c'est une option, mais il y a des meilleures options, sincèrement. Paul demande le rendez-vous téléphonique postage, c'est avec l'étudiant ou les parents? Bah, tu as reçu le mail et tes parents ont reçu le mail. Donc, dans l'idéal, moi, j'aime bien avoir les parents pour ce rendez-vous-là. Mais si vous voulez même avoir deux rendez-vous, on peut avoir deux rendez-vous et je peux parler à tout le monde. Après, si vous pouvez grouper, c'est plus simple en termes d'organisation parce que je vais parler avec 50 étudiants pendant les rendez-vous. Ça m'évite de faire 100 rendez-vous, quoi, de 20 minutes. Mais en fait, moi, je trouve, si ça intéresse tes parents, c'est vraiment bien qu'ils soient là. Si ça t'intéresse toi, c'est bien aussi que tu sois là. Voilà. Quelles sont les particularités des inscriptions sur Parcoursup pour les étudiants en réorientation? Bah, si tu as fait juste une année d'études, tu vas avoir le même, ça va être la même chose que pour les autres, sauf que dans ta lettre de motivation, il va falloir que tu expliques ton choix de parcours et pourquoi tu te réorientes. OK? Donc ça va être ça la grande particularité. Et ensuite, l'autre particularité, c'est que tu auras tes notes de bac. Euh, Alors, Gilbert demande, le BBA de l'école de management est-il seulement en anglais ou français, anglais la première année? Alors, l'école de management, c'est tous des écoles de management. Donc, je ne sais pas de quel BBA vous parlez, mais en général, il y a des tracks français-anglais et il y a des tracks seulement en anglais. C'est à vous de choisir. Voilà, c'est pas assez précis là. Maëva qui me dit merci, bah, avec plaisir. Les spécialités ont-elles un impact dans le dossier? Relativement faible, je pense. Si tu fais un bon concours, c'est plus important. Peut-être que pour certains autres vœux, tes spécialités vont plus compter. Exact. Par exemple, si tu postules à l'université Paris-Dauphine et que tu as arrêté les maths, ça va avoir un impact négatif. Mais pour les concours Accès Sésame, franchement, ils vous testent sur les maths, donc il n'y a pas de problème. Mieux vaut-il faire un bachelor en programme grande école en post-bac? Eh ben, ce que je vous dirais, euh, ça dépend de vous, en fait. Il y en a qui préfèrent un bachelor parce parce qu'en fait, ils vont rentrer plus vite dans les cours, comment dire, ils vont rentrer plus vite dans les cours, dans les vraies applications, quoi, dans les vrais cours d'école de commerce, plus vite dans les stages, plus vite dans les échanges. Et il y en a qui vont préférer faire un programme en 5 ans parce que ils vont se dire au moins je sais, j'ai mon master à la fin, je suis tranquille, je vais consolider mes acquis les premières années et après je vais pouvoir et après je vais pouvoir pardon, je vais consolider mes acquis et après euh, je vais pouvoir choisir ma spécialité, etc. Et je suis lancé. Donc voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut prendre le meilleur programme entre le programme grande école et le programme en 4 ans. Et si vous avez une vraie préférence, bah voilà. Euh, Attention. Ah, attendez. Ah, pardon. Euh, donc je suis. Ah, j'ai l'impression que j'ai raté les questions. Non, c'est bon. Quelles sont les particularités machin, pour la réorientation? J'ai déjà répondu à la question. Que pensez-vous, s'il vous plaît, du programme Grande École de l'ICD Business School compris dans le concours Sésame? Je pense que c'est un programme qui est correct, mais qui ne fait pas partie des meilleurs programmes. Pour les BBA en anglais, doit-on être bilingue? Non, vous n'avez pas besoin d'être bilingue, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais.
ok? Ils vont vous demander d'avoir un bon niveau d'anglais, mais on ne vous demande pas d'être bilingue. De toute façon, de toute façon, en réalité, vous allez progresser en anglais au fil de votre scolarité. Et voilà, avoir un bon niveau d'anglais, c'est suffisant. Et donc, Lisandra, bah, de rien. Danae, que pensez-vous du PGE de l'EMLV? Moi, je trouve qu'il est pas mal. Moi, je trouve que c'est un programme qui est intéressant, il est pas mal. Et donc, il est bien monté au fil des années. Il n'a pas toujours été top, mais je trouve que ça fait franchement 5 6 ans qu'il est de plus en plus solide. Et donc, c'est important de voir aussi la dynamique des programmes. Et moi, je pense que c'est un programme qui s'est imposé au final comme étant un programme intéressant. Et donc, euh, et donc je ne te l'aurais pas recommandé il y a 5 ans, ou il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, franchement, je l'aime bien. Je préfère encore le même Normandie à le MLV quand même. Il y a une vraie différence. Enfin, une petite différence, quoi, disons. Il y a une différence, il y a une différence. Mais ça reste un programme intéressant en 5 ans. À considérer. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Alors, non, il reste encore une question de Sabrina. Ok, bah, je prends les 3 dernières questions et après on va s'arrêter là. Vous pouvez en poser encore une ou deux, mais après on s'arrête. Donc, une élève qui ne fait pas de maths depuis la seconde peut-elle quand même passer le concours Access? Oui, elle peut passer le concours Access, mais c'est beaucoup de travail supplémentaire. Donc, c'est pas impossible. Nous, on en accompagne des étudiants qui ont arrêté les maths, mais c'est un vrai travail supplémentaire. Donc, il faut être vraiment solide en cours pour se permettre de se dire, bah, je vais quand même passer le concours Access, même si j'ai arrêté les maths, et je suis prêt à faire ce travail supplémentaire. De toute façon, le travail supplémentaire que vous allez faire pour rattraper votre retard en maths, eh ben, il va vous être utile parce que quand vous serez en école, vous ne serez pas du tout en difficulté en maths du coup. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut avoir une bonne assise en mathématiques. Si vous avez arrêté les maths et que vous trouvez que vous avez déjà beaucoup de travail en terminale, concentrez-vous sur le concours Sésame. Si vous pensez que vous avez le temps et que vous êtes prêt à faire l'effort, vous pouvez postuler aussi au concours Access. Quelle est la proportion des personnes admissibles à l'oral et qui entrent réellement dans l'école? Très bonne question de Lola. C'est entre 40 et 50%. Maintenant, Lola, je te rassure, pour les étudiants de la prépa, on est à 100% depuis plusieurs années. Donc, passe les écrits, sois admissible aux oraux, tu prépares les oraux et ça va le faire. Le TOEFL peut être un plus à noter dans la lettre. C'est pas vraiment un plus parce qu'il vous teste en anglais en fait au moment du concours. Donc ça va pas changer grand-chose. Par contre, si c'est un très bon score au TOEFL, tu peux le mentionner, Muriel. Mais en vrai, ça se verra déjà dans la note d'anglais que tu auras sur le concours. Entre l'ESCA et l'UM Normandie, laquelle est meilleure? Bonne question, Sacha. C'est kiff-kiff pour moi. Deux bonnes écoles qui se tirent la bourre. Donc, franchement, ça se joue pas d'un point de vue académique pour moi entre les deux. Moi, c'est deux écoles que j'aime beaucoup. Euh, Quel type de dossier faut-il avoir pour accéder à l'IESEG par concours d'école? On s'en fout du dossier pour l'IESEG. Ce qu'on veut, c'est réussir ses écrits. Tout joue sur les écrits. Donc, il faut réussir ses écrits pour pouvoir être admissible à l'IESEG en parcours grande école. Parcours avec un S. Anna Victoria, quelle est la meilleure école de commerce du concours Sésame pour envisager d'aller faire ses études à l'étranger? Bah, l'ESSEC, c'est bien quand même, hein. L'ESSEC, c'est très bien. Tu fais le BBA de l'ESSEC. Un BBA, quand tu veux étudier à l'étranger, c'est pas mal. Et celui de l'ESSEC, il est top. Tu peux commencer en allant à Singapour directement, avoir un cursus super international. Et ça peut être vraiment pas mal. Après, je réfléchis. Le BBA de Lyon, il est très bien aussi pour l'international. Ah, ils sont très internationaux, les BBA, quoi qu'il arrive, hein. Mais l'ESSEC, voilà, c'est le top. Alors, est-ce que le bachelor de Kedge est bien? Si tu parles du BBA de Kedge, c'est bien. Le BBA en anglais est-il mieux considéré? Euh, donc, le BBA de Kedge, c'est intéressant. Le BBA en anglais en anglais, est-ce que c'est mieux considéré? Franchement, ça ne jouera pas une grande différence au final. À la fin, tout le monde parlera anglais et à la fin, tout le monde finira par travailler en anglais au moment du master, au moment des dernières années. Mais non, je pense que voilà, faut pas, il n'y a pas une grosse différence entre un parcours anglophone et francophone, franchement. Alors, est-ce que c'est compliqué de rentrer à Kedge et vous pensez quoi de l'école pour l'international? Si tu te prépares avec nous et que tu veux Kedge et que tu travailles bien, tu auras Kedge, je pense. Et c'est bien pour l'international. Et enfin, dernière question, que pensez-vous du BBA de l'INSEC? Moyen. Je pense c'est pas incroyable. C'est pas une mauvaise formation, mais c'est pas top. Voilà ce que j'en pense.
OK? Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous remercie pour tous ceux qui sont intéressés par la prépa et qui souhaitent s'inscrire. Je vous invite à m'écrire par mail ou me contacter par téléphone. Vous avez mon numéro au bas des slides. Et je reviendrai vers vous demain ou peut-être même ce week-end, parce que demain, j'ai rendez-vous avec tous les étudiants de la prépa qui souhaitent avoir un débrief du stage. J'ai beaucoup, beaucoup de rendez-vous, en plus des cours que je vais donner le soir. Donc, je vous répondrai, mais je vous rappellerai peut-être samedi. Voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir. Merci pour votre participation. Bonne soirée tout le monde.